Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous littéraire consacré à l'écrivaine Maria Pourchet et d'avoir à mes côtés la comédienne Rebecca Marder ainsi que l'écrivaine et journaliste Lorraine Bastide qui animera cette rencontre. Maria Pourchet, vous êtes romancière mais aussi scénariste et docteur en sociologie. En quelques années, vous vous êtes imposée dans le paysage littéraire par votre style unique et par l'acuité de votre regard sur notre époque. En vous lisant, nous sommes emportés à toute vitesse dans la psyché de vos personnages. Ils nous livrent sans pudeur leurs failles narcissiques et leur angoisse de vivre dans un monde saturé d'informations et d'injonctions à la réussite. Vous cherchez ce qui fracture le langage, vous fouillez nos identités maîtrisées et nos représentations trop lisses. Votre lucidité peut à certains moments nous désarmer, toutefois, il ne s'agit pas d'un désenchantement, mais d'une volonté de libérer nos forces créatrices des contraintes sociales et des mécanismes de domination. Je voudrais ici citer le philosophe Giorgio Agamben qui dit si bien votre quête d'écrivaine. Le contemporain est donc celui qui sait voir cette obscurité, qui est en mesure d'écrire en trempant la plume dans les ténèbres du présent. Vous avez cette rage dans votre écriture d'ouvrir les abîmes, de les franchir, avec la hardiesse d'une cavalière qui n'a pas peur de se mesurer aux obstacles et aux questions qui fâchent. Comment aimer les hommes dans l'ère post-MeToo ? Quelles sont les formes d'abus qu'on ne supporte plus ? La passion amoureuse n'est-elle qu'un psychotrope qui vient combler notre vide existentiel ? Et comment la littérature peut-elle encore nous faire rêver et parler d'amour ? Merci infiniment Charlotte, cette introduction qui était... Comment vous réagissez Maria en entendant Charlotte décrypter ainsi votre œuvre ? Eh bien, ça me donne très envie de continuer. C'est assez rare. Tous les ingrédients, enfin les adjectifs, cette voix magnifique. C'est très réconfortant, parce que à chaque... là, je viens de sortir un livre, et à chaque... et là, j'arrive à peu près au terme de la promotion de ce livre, et il y a toujours... un petit, je dirais pas une chute, mais un phénomène de décompensation, comme une fin de chute hormonale, et où on doute de tout, le doute philosophique dont on parlait dans le couloir, on va dire que c'est celui-là, c'est plus chic. Alors je voudrais que tout le monde ici puisse s'imprégner de cette littérature, de cette façon d'écrire et de dire le monde qui est celle de Maria, en vous lisant, si vous êtes d'accord Maria. Rebecca va nous lire un passage de Western, donc ce fameux dernier roman dont vous venez de parler, paru à la rentrée 2023, l'histoire d'une rencontre improbable dans une vieille maison d'Écosse entre une quadragénaire divorcée, mère célibataire, épuisée par le travail, par la vie en général, et un comédien de théâtre adulé en pleine tempête médiatique. Nous vous écoutons, Rebecca Marder. Ça raconte Paris. Aurore a 25 ans lorsqu'elle se rend à toutes les soirées où on la convie dans l'hypothèse d'une rencontre. Pas pour danser, pour manger ou parler, pour être choisie. Cela raconte une femme qui, très jeune, supplie le ciel d'avoir son homme à elle, qui n'a pas envie de chercher, d'attendre ou d'essayer des hommes trop longtemps, qui pense qu'essayer, ça abîme, que goûter pour jeter, ce n'est pas humain, c'est l'industrie agroalimentaire, qui pense qu'ils sont tous pareils et qu'il s'agit moins d'espérer un homme qu'apprendre à en fabriquer un, se saisir du premier qui fut civilisé et le finir à la patience. Ça raconte une naïve qui pense qu'avec un minimum d'intelligence dans la solution chimique, l'amour à deux peut tout, qu'elle va grandir et parvenir à l'état de vraie femme par la force pygmaléonine du couple. Donc, une soirée qui fut la bonne, Aurore élit pour le faire saint un brave type dont on n'apprendra pas le prénom ce soir. Les deux intéressés, respectivement 25 et 34 ans, se disposent à s'aimer comme prévu, dans un appartement de 55 mètres carrés, rue de Bagnolet, et on verra bien. L'élu pense qu'on attend de lui le talent d'un seul homme en termes d'écoute, de cunnilingus et de travaux pénibles. Elle s'installe avec une solution générale, un homme supposé tout faire, l'amour, l'éducation sentimentale et la paix dans le monde,
son monde à elle. Autour, la nuit vieillit et Aurore raconte toujours. 3 ans après, on est encore rue de Bagnolet. Le loyer n'a pas augmenté. Aurore, nouvellement chargée de communication dans une antenne de la ville de Paris, peut désormais le partager à 50-50 avec l'élu. De cela, elle est très fière, comme d'un brevet de réussite sociale. Elle a 28 ans. Déjà un peu revenue de ses théories conjugales, elle conçoit un enfant sans faire exprès, alors qu'elle avait bien besoin de se materner elle-même, juste 1 an ou 2, finir une formation. De quoi ? On s'en fout. Finir cette formation. Trouver un travail. C'est Cosma ? Vous avez quel âge ? S'inquiète Alexis, en manque de repères. Encore une interruption et elle arrête. On a le temps, bordel. Donc, elle est enceinte, elle ne voulait pas, mais par chance, elle arrive largement après Veil, Halimi et consoeurs, héritière de 3e génération des combats pour la liberté des filles à disposer d'elles-mêmes, à l'image des peuples souverains. Elle va pouvoir maintenir le cap grâce à l'IVG. Ah, ok, croit comprendre Alexis. Non, pas ah. Ça raconte juste après comment, Simone Veil ou pas, le progrès échoue à pénétrer les consciences avec Aurore dans le premier rôle qui annonce un beau matin sa situation critique au père. Et avec toutes les précautions possibles, sa décision de ne pas la poursuivre. C'est trop tôt. Elle a des choses à faire pour elle-même, des idées à faire grandir, des réconforts à obtenir avant de savoir materner quelqu'un d'autre, et puis elle a entamé une analyse. L'élu, à sa décharge, convaincu d'avoir raison au plus profond des fibres de sa nature de gentil fils de pute, dit alors « Sauf que ce n'est pas toi qui décides, ma chérie. » Au XXIe siècle, doute Alexis. Oui, pourquoi ? Le XXIe siècle n'est pas un miracle, ça se saurait. Ça raconte ce moment-là. Quand on ne peut plus aimer qui se tient en face de vous. Qui vient de nier en bon français une grande partie de votre existence. L'histoire de l'homme et de la femme dans l'appartement de la rue de Bagnolet devrait donc s'arrêter là, mais continue. Ça raconte la suite ou comment, à travers l'exemple d'Aurore, les femmes se manipulent pour que ça tienne, pour ne pas devoir tout recommencer. Chercher, plaire, rencontrer, rassurer, s'installer, croire, programmer. Surtout les femmes comme elle, qui pensent que c'est déjà un miracle d'avoir son homme à soi. Qui pensent que si de toute évidence, on n'est pas complètement l'égal de l'homme à soi, c'est qu'on doit faire encore des efforts pour lui prouver que si. On va donc l'avoir, cet enfant, d'accord. Mais elle va faire le reste aussi. La formation, le boulot, le fric, et tu vas voir si c'est pas moi qui décide. Ça raconte à gros traits, à la prune, la fin de l'amour et se faire marcher sur la gueule. 2 jours après le « sauf que », 2 jours après qu'Aurore a annulé le rendez-vous d'IVG et que sa gynécologue s'en est déclarée très heureuse, si elle pouvait se le permettre, non mais trop tard. La femme de l'histoire fait une fausse couche parce que l'embryon a dû entendre que sa mère était une esclave, qu'elle ne faisait pas ce qu'elle voulait. Il s'est décroché, dans un sursaut de dignité, en portant la décision. Aurore s'arrête 1 seconde pour dire « Je me souviens de ça ». Elle est à l'hôpital et devant elle, l'élu, désolé, bouche ouverte, bras ballants, qui prétendait avoir pleuré avant de venir et puis qui prononce « Tu sais, ma mère pense que c'est toi qui l'as rejeté. » Ça raconte comment une fois le sang léché, elle a tenté encore d'avancer dans le sens qu'elle s'était imposé. Elle, avec cet homme, dans cet appartement du 20e arrondissement, commençant à cesser de dormir à ses côtés parce qu'elle dormait mal. Ça raconte comment la fatigue engendrant la paresse vous fait poursuivre machinalement une route que vous savez mauvaise. Vous voyez ? Merci Rebecca, c'était magnifique. Ça vous fait quel effet, Maria, d'entendre votre texte dans la bouche de Rebecca Marder ? Sonner. Ouais. Sonner. Mais sonner par ses propres mots, c'est pas loin du délire narcissique. Non, j'avais l'impression d'être joué au français pendant 5 minutes. C'est vrai ce qu'on lit sur cette formation, c'est la meilleure. C'est vraiment un métier. Merci à vous. Vous prenez plaisir à lire le texte, Rebecca ? Oui. Plaisir et en même temps, évidemment, il n'y a rien de plus intimidant que de jouer devant un auteur. Enfin, au théâtre, en tout cas, on a plus l'habitude de jouer des auteurs morts. Oui, c'est pratique. En tout cas, du temps où j'étais à la Comédie Française. Donc, c'est forcément un peu intimidant. Et puis, c'est une écriture qui galope tellement que j'espère que ça allait le fil pour tous. Non, mais c'est très ciselé comme ça. Et on est dans un flot de pensée qui est très agréable, enfin, qui rend la chose vivante, en tout cas.
C'est un bonheur de vous écouter, en tout cas. On l'entend dans ce passage, c'est vrai qu'on a un petit peu résumé les choses jusqu'ici par cette histoire d'amour qui s'entend en filigrane dans le passage lu, mais vos romans explorent finalement aussi beaucoup de lieux qui sont qu'on ne lit pas souvent dans la littérature, comme le monde de l'entreprise, par exemple, ou la maternité, ou la presse. Pensez-vous que la littérature puisse avoir pour fonction d'induire de la complexité dans une lecture du monde parfois trop simpliste? Et je double cette question de est-ce que la sociologue que vous avez été est encore derrière la plume qui écrit ces mots? Alors, pour ce qui est de la première partie de la question, induire la complexité, non, puisqu'elle, je dirais plutôt la révéler, ou accepter de la percevoir, la chercher. Je sais pas, c'est une des fonctions de la littérature. En fait, ce que j'ai envie de répondre, c'est que le roman, la fiction, est encore le lieu de tout ce qu'on peut se permettre. Genre dans des temps qu'on peut estimer possiblement idéologiques. Enfin, j'entends par idéologie quand il y a plus qu'une réponse possible à des questions que plus personne bientôt n'oseront plus poser. Le roman peut soulever toutes les questions, il peut soulever toutes les hypothèses, on peut se permettre tous les plans énonciatifs, on peut se permettre tous les registres. Et donc c'est comme ça qu'on fait, parce que nous sommes complexes. Hein, on n'est pas polarisé, on n'est pas aussi organisé que la pensée dominante et le discours dominant pourraient le laisser penser. Et la fiction est là pour matérialiser tous ces reliefs, et c'est presque militant, je pense, dans mes romans, de ne pas statuer, de laisser, de poser toutes les questions et d'en laisser un maximum sans réponse, ou de laisser deviner les réponses. Et j'aime beaucoup l'idée que des dénivelés, en fait, dans une histoire, de faire subir à l'opinion du lecteur des dénivelés différents, et que d'une page à l'autre, il doute de lui-même, il doute de moi, il doute de ce dont... Oui. Voilà. Dans la réception de ce livre, oui, on voulait vraiment que je tranche sur un sujet sur lequel il me paraissait urgent de laisser le jugement suspendu le plus longtemps possible. Et je pense qu'à un moment où il y a des armées de sensitive readers qui s'approchent de toutes les industries culturelles, je pense qu'il faut en rajouter, ouais, sur la nuance, la complexité, les questions, voilà, les questions sans réponse. Et là où la sociologie se réveille, c'est en amont de ce que j'écris. J'écris rien sans enquêter. Par exemple, là, dans Western, il y a des avocats, des journalistes, puisque je parle du scandale médiatique qui se lève derrière mon personnage quand fuyant l'annonce, il essaye d'anticiper sur l'effacement que la cancel culture réserve aux derniers représentants du donjuanisme. Et en tout cas, il suppose que ça va être le cas. Comme c'est pas un criminel, peut-être que ça va pas être le cas. Et donc je pouvais pas écrire une histoire comme ça en reconduisant possiblement des stéréotypes sur le travail de la presse, sur le travail du droit en la matière. Donc j'ai rencontré beaucoup d'avocats et de journalistes, et là je vois bien que ce que j'utilise, c'est des outils de ce qu'on appelle la sociologie compréhensive, c'est-à-dire des outils de conversation où on apprend à déverrouiller un peu le langage pour avoir des éléments. Et puis, comme dans ce livre-là, il y a un homme qui confesse quelque chose, qui explique parce qu'il a le temps, et parce que comme il y a un wanted de tamponné sur son visage, finalement, il y a quelqu'un qui lui dit, bon, en gros, t'as 2 nuits à vivre, dis-nous pourquoi t'es comme ça, en fait. Et j'essaye de faire expliquer à Alexis pourquoi le principe de plaisir a subordonné toute sa vie. Avant l'amour, la séduction, avant la reconnaissance intellectuelle, pourquoi à chaque fois c'est cette mécanique, parce que le principe de plaisir comme mécanique biologique, et ça je pouvais pas l'inventer. Tout ne se transpose pas quand on parle de biologie, et donc il a bien fallu que j'interviewe des hommes de l'âge d'Alexis, ou pas forcément de l'âge d'Alexis d'ailleurs, en leur demandant à ton avis, des gens que j'estimais être des donjons. Donc, ce qui caractérise Don Juan, c'est la compulsion de la séduction, la compulsion de la prédation amoureuse, le langage amoureux, l'hypnose amoureuse, tout ça. Et pour le plaisir que ça lui procure à lui. Et j'ai interviewé des gars sur à quel moment de ta vie, à quel moment de ton enfance, est-ce que
à quel moment ça s'est formé, ce truc, et pour voir s'il y avait des invariants. Là où je trouve des invariants, je les prête à mon personnage. Et ça effectivement, si j'avais pas été chercheur à un moment, si j'avais pas été payée pour pratiquer ça, je le ferais pas aussi facilement. Ça m'intimiderait, je pense, d'aller avec un dictaphone voir mes copains et leur poser des questions impudiques et décomplexées au possible. C'est une méthodologie audacieuse et ça résonne, je trouve, un petit peu à ce que vous disiez en introduction, Charlotte, cette citation de Giorgio Agamben, le contemporain est donc celui qui sait voir cette obscurité. Est-ce que c'est la part d'ombre qui vous intéresse dans les romans de Maria ? Oui, cette part d'ombre, c'est ce qu'on veut se cacher à soi-même, c'est ce qui est inavouable, c'est ces identités qu'on se fabrique pour protéger son propre narcissisme. Et c'est vrai que Maria, dans des détails très infimes de la vie quotidienne, arrive à faire apparaître parfois, cette médiocrité, ou je dirais peut-être ce qui fait qu'on consent à sa propre perte aussi. Mais c'est pas pour célébrer notre médiocrité. Je pense que c'est exprimé en ce sens-là. C'est pour aussi peut-être nous inciter à accepter cette part d'ombre, en tout cas ces fractures qu'il faut absolument, qu'il faut s'y confronter. Et donc c'est par une quête du langage aussi, c'est défaire ce qui dans les mots peut être mensonger, ce qui peut masquer justement ces désirs inavouables. Et c'est vraiment cette torsion du langage, en tout cas cette manière de quelque part montrer cette part d'ombre aussi dans les mots peut-être, et de nous donner en tout cas une langue qui a cette franchise et qui permet de nous libérer justement de cette part d'ombre. Il y a une dimension, je crois, qui vous intéressait, Charlotte, l'incommunicabilité entre les sexes, dont vous disiez qu'elle était très bien incarnée dans les livres de Maria. Oui, alors il y a aussi cette question de l'incommunicabilité, elle n'est pas qu'entre les sexes, elle est aussi entre les femmes, entre les parents et les enfants, entre une mère et une fille. Elle est sans cesse rejouée dans les romans de Maria. Et c'est vrai que qu'est-ce qui fait qu'à un moment, les mots ne permettent plus de communiquer. Et c'est vrai que je trouve que ce qui est très bien décrypté, c'est comment, justement, quand le langage sert à dominer, quand il sert à bloquer l'autre quelque part. Et ça, c'est aussi tout un tas de contraintes sociales, de beaucoup de choses qui sont mises dans les mots et qui nous empêchent quelque part de trouver des passerelles entre les êtres. On parlait rapidement tout à l'heure, Maria, de l'accueil. C'est vrai que on sent bien que certaines personnes ne savent pas très bien comment prendre au western. Feu, votre précédent roman, a été un énorme succès, aussi bien critique qu'auprès du public. Je crois qu'on est tout autour de cette table à l'avoir lu et adoré. On en parlait ensemble tout à l'heure. Quand on se prépare à sortir un roman comme Western, après un tel succès, dans le contexte qui est celui qu'on sait d'une révolution féministe post-MeToo, est-ce qu'on a le sentiment de se saisir d'un objet très délicat ? Oui, alors, et quand bien même je ne l'aurais pas eu, comme j'en ai parlé quand je commence à former une idée, j'en parle avec quelques amis qui me lisent ou dont je sais que le point de vue va être suffisamment cinglant pour me dire, des gens qui ne me ménagent pas, quoi. Et là, quand j'ai dit, en gros, je vais travailler sur, je vais travailler sur un personnage de comédien, j'ai envie d'approcher, le théâtre me passionne en fait, comme spectateur, j'ai envie de fréquenter un comédien tout au long d'une histoire, et puis le personnage de Don Juan me fascine aussi, et je vais raconter la dégradation du mythe de Don Juan, comment la dégringolade, en tout cas dans l'imaginaire collectif, la dégringolade de Don Juan à l'heure de la cancel culture. Et là, quand je dis waouh, mais alors là on m'a dit, mais alors déjà, Don Juan, cancel culture en même temps, non, tu vas te faire allumer. Les gens étaient vraiment... J'ai allumé des signaux d'alerte, quoi. Jusqu'à ce que moi-même, je m'inquiète, en fait. Il y a donc des histoires, en dépit de la liberté que je conçois comme étant mon champ d'exercice, en fait, non, il se pourrait que... Et en fait, j'ai eu peur d'avoir peur. Je me suis dit, mais en fait, si je commence
C'est-à-dire que je vais adopter cette pensée qu'on voit beaucoup se manifester, ou qui consiste à évaluer la pertinence et donc la qualité artistique, enfin en l'occurrence littéraire, d'un objet littéraire en fonction de la morale qu'il veut bien véhiculer, en fonction de l'idéologie à laquelle il veut bien répondre ou pas. Et ce qui, pour moi, ça c'est la mort de l'art. C'est vraiment... Et donc ça m'a tellement inquiétée de contempler cette idée, de ne pas le faire parce que j'allais me faire allumer, que je l'ai fait. Voilà. Et bien, en plus, ça m'a donné un enthousiasme. On verra. Et vous l'avez traversé. Oui, mais ça a duré 5 minutes. Après, j'ai été, comme j'aimais beaucoup... c'est un roman duquel je suis loin. Donc j'ai beaucoup joué, en fait, moi. Je me suis vraiment amusée. Donc quand on s'amuse... Voilà, on est concentré sur son jeu et on oublie... C'est que tout va bien, c'est qu'on est au bon endroit. Ouais. Est-ce que finalement, ce contexte de théâtre, de tempête médiatique, etc., ça n'est pas qu'un prétexte pour traiter ce sujet qui transparaît dans Feu et encore dans Western, qui est celui de la passion, qui au cours des discussions préparatoires qu'on a eues pour cette rencontre était une thématique qui revenait en permanence. Vous êtes l'écrivaine de la passion par excellence. Alors, prétexte, non, pas complètement, surtout pour la question du théâtre. Quand j'étais enfant, ma mère travaillait pour un mouvement qui s'appelait, je pense, les Amis du théâtre populaire. Ça faisait partie des mouvements de la décentralisation culturelle qui étaient nés à la fin des années 70, à la suite de Jean Vilar, tout ça. Et elle s'occupait de faire venir en région des troupes, des comédies, des grands metteurs en scène. Donc enfant, je voyais les répétitions des Sivadier, de Françon, de Mouchkine. Mes parents étaient dans l'enseignement, on me faisait jamais garder, donc j'étais avec eux partout. Et donc elle me posait dans pour moi ce que je vivais comme un ventre. En fait, le théâtre, je voyais ça comme une créature avec un ventre, et on allait dedans et je regardais les textes et les grands répertoires, et je voyais rien de plus. Et ça ne m'a pas quittée. C'est pour ça que j'étais très émue aussi tout à l'heure. Je trouve rien de plus fascinant qu'un grand comédien ou une grande comédienne. Et puis, et c'est avec Western que c'est revenu. Et donc, c'est vraiment pas un prétexte. Peut-être le contraire. Il fallait bien que je fourgue le théâtre quelque part dans un roman, sans que le roman se passe tout le temps au théâtre, parce que je pense qu'il faut parler de ce qu'on connaît. Et moi, j'ai constaté le théâtre à des endroits infimes, en fait. Et donc, c'est tout. Voilà, et j'ai approché des comédiens et j'écris pour le cinéma, donc j'en croise. Mais donc, c'était un ancrage, c'était un départ. Et je crois vraiment que mon histoire, et puis il y a tous les codes. Dans mon livre, il y a beaucoup les codes de Molière aussi. Molière a beaucoup compté dans mes livres. J'avais besoin d'établir avec le lecteur ce contrat-là, qui est le contrat de Molière, c'est-à-dire, on est là, quelque part, on est un peu chez Molière, où il n'y a qu'un ennemi, c'est l'hypocrisie. Où il y a, à la fin, de toute façon, la morale va triompher. Puisque elle est dynamique et changeante, elle va s'adapter à tout, et ce ne sera pas très grave. Et donc ça aussi, ça justifie le théâtre, en fait. Et puis le personnage de Don Juan et tout ça et tout ça. Et c'est quand même difficile de ne pas faire réagir Rebecca. Voilà, vous avez été pensionnaire à la Comédie Française, qui est quand même une troupe de théâtre qui a été fondée par Molière en personne. Est-ce que cet enfant intérieur qu'évoque Maria, c'est quelque chose qui résonne avec votre pratique du théâtre, de la comédie ? Ah oui, sûrement. Mais j'aime beaucoup entendre. non, mais c'est sûr. Oui, bien sûr. Mais c'est mystérieux pour moi aussi. Ah bah moi, non, mais je pense qu'on continue de chercher et de douter toute la vie, je pense. Mais j'aime beaucoup. Dans le livre, dans Western, j'ai corné toutes les pages qui parlaient de théâtre parce que je les trouve magnifiques. Ah, merci. Et pas seulement à un ventre, mais à quoi d'autre aussi. Je sais que dans le théâtre, tout se passe dans le ventre, oui. Comme un volcan ou une fille. Oui, c'est ça. Voilà. Je suis vraiment hantée par cette analogie du ventre. Non, c'est inspirant de lire ça. Et puis, je suis d'accord. Moi aussi, ça me fascine, les grands acteurs. Non, mais c'est vrai. Et puis, le côté sacré, c'est vrai que le théâtre, il y a un temps présent qui est un peu unique au monde, quoi. C'est un rapport, mais un peu ce qu'on vit là aussi. Non, mais c'est vrai. Moi, je me dis toujours rituel. Je reviendrai toujours au théâtre parce que je dis, c'est vraiment le lieu de la surprise et de l'accident. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que d'une seconde à l'autre, ça peut quand même changer. Il y a un comédien, là, peut faire quelque chose qui va relever de l'accident dans un texte qui peut être joué depuis 200 ans. Et c'est... Il y a un passage très drôle dans le livre sur les concours que j'ai beaucoup aimé. Ah oui. Je vous en cite, si certains n'ont pas lu.
tout cas, tout le monde va le lire en sortant, ça c'est certain. C'est vrai qu'on a plusieurs mondes qui se rencontrent ici, le théâtre, la littérature et puis aussi la philosophie. Charlotte, la passion, c'est une thématique par excellence qui passionne les philosophes. Est-ce que vous qui êtes une consommatrice de philosophie, vous trouvez parfois que dans la fiction, dans l'invention, ou parfois même dans le théâtre, on arrive à être plus précis et aller plus loin dans notre compréhension des grandes passions humaines? Je dirais que peut-être dans la fiction, en tout cas, il y a cette liberté aussi, cette dimension où on peut explorer peut-être quand la passion nous prend, parce que quelque part, quand on est sous l'emprise de la passion, on ne peut pas forcément peut-être être dans la prise de conscience et le fait que l'écriture peut être chevillée au corps, peut justement donner du corps à la passion, c'est sûr que c'est un avantage certain du texte de fiction et quelque part, quand on est dans l'analyse de la passion, quelque part le charme est un petit peu rompu. Mais je dirais qu'on a besoin des deux parce que ce que peut-être la philosophie, quand il s'agit de passion, c'est peut-être de nous montrer à quel point elle peut être le lieu, en tout cas de nos forces créatrices comme de nos forces destructrices, et qu'il faut effectivement des remparts aussi contre cette part peut-être mortifère de la passion, et que donc du coup on a besoin de prendre ce recul, et l'actualité l'atteste tous les jours, hein. Au nom de la passion, on peut commettre les pires crimes, et donc forcément on a besoin de remparts, on a besoin de réflexion, on a besoin d'analyse, on a besoin de prendre le recul nécessaire. Et peut-être la passion qui anime le philosophe, c'est la passion de la justice. Et donc c'est une passion dont nous avons besoin. En tout cas, ce que fait la fiction et que fait pas directement la philosophie, quoique la métaphore soit employée, c'est de produire de l'image. Moi, il y a une image qui m'a profondément marquée dans Western. C'est ce moment particulier où l'héroïne s'apprête à se confronter pour la première fois depuis longtemps au regard d'un homme et se met à farfouiller frénétiquement sous son lit et dans ses cartons pour retrouver les chaussures, les foulards, les ceintures, les bijoux, tous ces attributs féminins, toutes ces parures qu'elle avait laissées de côté depuis un bon moment, ce qui est très symbolique. Est-ce que vous accordez vraiment du temps en tant que romancière à la réflexion sur le style vestimentaire de vos personnages? Il y a toujours un moment où j'en parle, puisqu'il faut faire droit aussi à ce qui... Ça fait partie du réalisme psychologique. On peut pas... quand une histoire où on ne me dit pas on ne me donne pas ces codes-là élémentaires de comment les goûts des gens, qu'est-ce qu'ils ont choisi de porter ou pas, qu'est-ce qu'ils n'ont pas choisi, comme ils sont propres, sales, maquillés. Tu vois, c'est tout ce qui impose nous, quand on croise quelqu'un, c'est le premier truc qu'on voit. Je ne veux pas dire que tout le monde y accorde de l'importance, ou que tout le monde, mais c'est le premier truc qui s'impose au déchiffrage, c'est la parure. Donc, il faut faire droit à ça aussi, à nos personnages, puisqu'il s'agit d'amincir le plus possible l'écart entre le lecteur et le personnage qu'on lui présente. Il faut qu'il l'ait en face. Sinon c'est lui fermer une des entrées, quoi. Donc oui, il y a toujours un moment où alors, il ne s'agit pas de faire... il y a eu une tradition à Bret Easton Ellis où on donnait les marques, tout ça. Il ne s'agit pas de faire ça, mais il s'agit de donner les détails déterminants. On va dire Alexis, quand il arrive dans le Lot et qu'il est en bottines, il a des bottines en veau magnifiques, et déjà il a ça pour arriver dans le Lot, puis en plus il les bousille dans les cailloux. C'est pas tout le monde qui va bousiller des bottines dans les cailloux. Il faut un certain niveau déjà. Il y a un certain rapport à soi-même, à l'argent, à sa propre garde-robe et tout ça. C'est juste ça. C'est pas. Il s'agit pas. Sinon le reste du temps, on sait pas comment l'habiller. Mais avec ça, avec cet élément d'accessoire, on a dit quelque chose. Mais je pense que les choix de costumes au théâtre, parfois doivent reposer sur la même chose. Hein. Un truc qui, par exemple, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Voilà, là, le fait que Aurore, dont on savait juste qu'elle se brossait pas vraiment les cheveux et qu'on savait même pas comment elle s'habiller jusque-là, là, d'un coup, on la voit aller ressortir des trucs qui vont ulcérer le féminin. Donc des foulards, des trucs en peau, des boucles d'oreilles trop imposantes, et qu'on l'imagine, moi j'ai envie qu'on l'imagine, c'est trop, voilà, il est 11h du matin à la campagne, tout ça c'est trop, voilà, et qu'elle se met des trucs sur
Enfin bref, elle se met du sérum dans les cheveux, ça sert à rien d'en parler à un autre moment, mais qualifier ce moment-là sans dire ça sert à rien. Et puis surtout, comme après, elle va se retrouver toute seule sur le trottoir de l'école à apprendre qu'en fait Alexis n'est pas le mec qu'il prétend être, qu'est-ce qu'elle doit se trouver cruche avec son déguisement de cagole amoureuse. Voilà. Là, le vêtement est un vecteur tellement utile des émotions des personnages que... C'est un vecteur émotionnel, psychologique, un vecteur de récit. Et ce que je trouve aussi très intéressant dans la façon dont vous le décrivez, c'est que vous revalorisez cet aspect, politiquement, philosophiquement, souvent la mode, les francs-freluches, etc. Ça va être considéré comme des espèces d'arts mineurs qui sont moins importants que, je sais pas moi, l'art ou la philosophie, alors que pourtant ils ont cette importance dans nos quotidiens, dans nos vies, et vous les revalorisez, vous leur donnez une forme de lettre de noblesse, tout comme vous donnez aussi une voix à des personnes qui n'en ont pas. Vous faites parler les femmes de leur passé, mais aussi de leur présent, voire de leur futur. Dans Toutes les femmes sauf une, qui est votre 4e roman, sorti en 2018, on entend le monologue intérieur d'une jeune mère qui nous confie ses craintes, ses espoirs, depuis, en direct, j'ai envie de dire, depuis le lit de la maternité. On va lire avec Rebecca Marder un second passage. Tout de suite. Rien ne commence par le lait. Tu sauras ça. Or pour les bêtes. Chez les animaux que nous sommes, fous du désir de parler, ça commence par la catastrophe de la langue. Les mots qu'on nous dit, les phrases pour nous assommer, les phrases pour nous gouverner, les phrases pour endormir, interdire, séparer, les phrases pour reproduire. Une fille après l'autre tenue par la langue que désormais je m'occupe à défaire, comme leur tricot qui grattait à mort. À côté du berceau, il ne faut pas renverser le tien, qui me terrifie. J'énoncerai des jours durant la langue d'où l'on vient. Les femmes avant toi. Kata, log. Je voudrais que tu n'en gardes presque rien. Je ne sais par où entrer dans ce bavardage qui n'a ni fin ni commencement, prononcé depuis toujours. Supposons qu'il est un début. Regarde où tu mets les pieds. Ne réclame pas, ne te fais pas remarquer. Tu la vois celle-là, tu l'as pas volée. Ça t'apprendra. Quoi ? C'est pas des gens bien, t'avais qu'à travailler. Tu vas le payer. Garde tes distances, ne prends pas tes aises. Pour moi, c'est terminé. Je suis depuis trop longtemps déjà à la somme de leurs phrases. Je suis au mieux la distance parcourue pour les fuir. J'ai assimilé. Je suis ce que ces phrases ordonnent. Je suis le crime parfait du langage. Reste à ta place. Reste pas dans mes jupes. Arrête de penser à toi. T'en veux une autre ? J'en oublie. De ces mots qu'on écoute jusqu'à ce qu'ils vous terminent et ne laissent rien qu'une femme qui se tient, qui doit, qui reste. Ainsi commence la langue que tu n'apprendras pas, je le jure. Si tu veux, tu peux. Ce n'est pas une histoire, mais il s'agit bien de littérature. La pire. Les formules, la langue prête à dire, formée par tout le monde pour personne. Les phrases pour agir vite et profond. Les horreurs à parler d'un coup, celles qui dépassent la pensée, mais c'est faux. Celles qu'on pourra toujours dire qu'on regrette. Celle du bout de la langue, de pute, qu'on n'a pas vu partir, pardon, mais qui est partie quand même. Celle qu'on répète parce que ça marche. Des phrases avec rien à répondre, surtout. Réapparition du personnel en verre augmenté d'un flacon gradué, d'une tétine. Demi-tour du personnel, insistant parce que c'est faux, c'est comme vous voulez. J'ai mal partout et surtout là. Quelqu'un doit m'apporter une bouée de plage pour m'asseoir. Ici, on ne donne pas, non, vous imaginez ? Une bouée par lit, le cou, le bazar. Je cherche où commence la parole, l'origine du massacre qu'elle poursuit. Je suis lasse. Je voudrais approcher le français sans qu'il se fracasse, pour une fois, sur l'ironie ou la syntaxe. Je retire la nourrette de tes lèvres minuscules. Tu as trop bu. On m'avait dit « mollo, 15 millilitres, pas 20 ». J'ai encore dépassé les bornes. Je pensais à autre chose. À moi. T'as tout faux. Va falloir prendre du plomb dans la tête. Commençons n'importe où puisque plus rien n'est à sa place. Le début viendra plus tard. N'importe où, il me reste de mon enfance le bruit que font les femmes entre elles à propos des absentes. Quelqu'une dire d'une sœur « elle boit comme un bonhomme ». Personne ne demandant pourquoi. Une autre déclarer qu'elle pue. Plaindre ses gosses, son mari.
Un qui trafique des bagnoles, qui n'est pas beaucoup mieux, qui lui a volé sa jeunesse et a pris la bouteille. Un feignant qu'une queue de vache lui poussait dans chaque main. Queue de vache, t'es bien bonne, moi j'appelle ça un manche de pioche. Mais un qui méritait pas ça. Elle cause, regarde tomber celle qui tombe avant elle. C'était pas faute de l'avoir prévenue. Au moins c'est pas le travail qui l'a tuée, celle-là. La vaincue dort dans le lit qu'elle s'est fait, tandis qu'elle, les indemnes, pas touchées, pas fauchées, commentent. À leur quiétude suffit la fierté qu'elles y prennent. Si l'on n'a pas bu, pas ri, pas joui, au moins l'on est digne. De quoi ? De finir comme les étés finissent, séchés, plantés devant les fourneaux. En attendant, elles parlent, n'entendent pas. Les cancers minent un corps après l'autre. Elles y laissent leurs ovaires, leurs cheveux, leurs fameux seins. Elles ne veulent pas que ça s'arrête. Là d'où l'on vient, ma fille, tu entends que les hommes quittent les bonnes femmes parce qu'elles le méritent. Ceux qui restent, c'est pour mourir avant, laissant derrière eux des épouses acides, encore fiers de leur vaisselle, de leur fils, installés à 200 mètres avec une demi-situation, une voiture, un projet de piscine, un barbecue. On dira du bonhomme mort qu'elles l'ont usé. Ce sont des femmes qui parlent, qui jouent aux cartes, dirigent les servantes de messe, commandent un foie de veau, demandent à part un os pour le bouillon et qu'on leur garde un lapin pour dimanche, avec la tête. Et moi qui joue sous la table, qui passe par là, la boucherie, l'église, j'entends. Waouh. Il y a quelque chose qui m'a frappée en réécoutant ce texte magnifiquement interprété par Rebecca, c'est la colère. Oui, moi aussi. Ça. Oui, ce texte, il a été monté au théâtre l'année dernière. Et, je sais d'où arrivait la colère de... Enfin non, je sais plus. À chaque fois, je suis moi-même frappée par sa violence. C'est moi qui l'ai écrit. C'est le seul texte qui me fait ça. C'est moi qui l'ai écrit. Et il y a une part de moi qui se demande comment j'ai osé. Parce que c'est le... Et à la fois, j'ai envie de retrouver l'état qui me faisait tourner des phrases comme ça, aussi sèches, pour certaines aussi vraies. Je sais que je n'oserais plus. Voilà, donc j'ai la nostalgie paradoxale, parce que c'était vraiment un état de détresse là, au moment où j'ai écrit ce livre, et de ras-le-bol. Il fallait faire quelque chose d'un cimetière, en fait. Et d'un cimetière de la langue aussi. Et de tout ce que j'avais pas envie de transmettre à mon enfant. Mais à chaque fois que je l'entends, oh là là. Ouais, il fait mal, il pique fort. Mais c'est aussi très troublant de savoir qu'un texte aussi puissant, qui claque autant, puisse émerger d'une si grande souffrance que vous décrivez. Et si je me trompe pas, vous l'avez écrit très peu de temps après votre propre accouchement. Vous étiez un peu dans... Oui, j'ai vécu ce qu'on appelle comment on appelle ça déjà ? Postpartum. Le postpartum, voilà. Donc une maladie négligée, tellement négligée qu'on la reconnaît pas en général. La mère ne la reconnaît pas elle-même, et l'entourage encore moins. Aussi dans une... alors, peut-être la dernière génération où il était convenu de pas forcément faire attention à ça. Et donc, je me soignais pas. Moi, je pensais juste que j'avais un problème d'instinct. Que, en fait, il fallait pas... j'aurais peut-être pas dû avoir d'enfant, alors. Pourquoi je me sentais si mal alors que je venais d'avoir un enfant ? C'était votre faute, évidemment. Bah oui, c'était évidemment de ma faute. Et donc, mais c'est peut-être aussi bien que je me sois pas soignée, parce que c'est ce livre-là qui m'a soignée. Puisqu'il s'agissait quand même, là, pour le coup, d'appliquer une prophylactique, ça a été ce texte, et après, ça allait beaucoup mieux. Et ce texte a changé beaucoup de choses, ce qu'on appelle la sublimation, en fait. Et ce texte a changé en plus beaucoup de choses dans mon propre rapport à l'écriture. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, des réflexes que j'ai perdus, des rigidités, ou des mimétismes que dans mes premiers livres, moi, quand il m'arrive d'en lire des pages, je vois l'écho de mes livres de chevet, des auteurs qui m'ont accompagnée très longtemps. Et après ça, après Toutes les femmes sauf une, c'était nettoyé.
Bravo pour ça. Charlotte, ce thème de la maternité, on sait qu'il te fascine, que tu l'as souvent traité en tant que philosophe, cette idée d'une transmission toxique intergénérationnelle qu'on entend à travers les voix de ces femmes qui susurrent à l'oreille de la jeune mère. C'est quelque chose qui, je crois, t'a beaucoup marqué dans ce livre. Je trouve que dans la maternité, c'est vrai qu'on aborde souvent cette question du bouleversement physique, de l'épuisement du corps après une grossesse. Tous ces symptômes physiques-là, ils sont très souvent décrits, mais ce que j'ai trouvé absolument original dans le livre de Maria, c'est cette idée que c'est aussi une catastrophe de la langue et que on est des êtres fous du désir de parler et que donc c'est une expérience aussi qui se passe dans le langage et qui a une transmission de mots, il y a une construction aussi par les mots. Et je trouve, moi, je n'avais jamais pris conscience de cette dimension de transmission de ces petites phrases. On est tous habités par ces petites phrases. Mais je trouve que c'est un travail extraordinaire sur qu'est-ce qu'une pensée perverse et qu'est-ce qu'une pensée créatrice. On le voit à l'œuvre dans ce livre, c'est-à-dire ces phrases qui n'appellent aucune réponse. Qui sont un impensé. Voilà, qui ne permettent pas à l'autre de penser qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ces phrases, en fait. C'est un peu ça qu'il y a dans la voix, dans la colère, c'est je peux rien en faire, en fait. Je peux pas me construire avec ça, je peux pas transmettre la vie, je peux pas... On peut qu'obéir. Voilà. Et je trouve que c'est un travail assez remarquable de déconstruction aussi de ces phrases, en fait. Et je trouve que ce qui est très bien abordé, c'est cette idée aussi que les femmes oppriment les femmes, qu'on peut aussi subir des violences de la part d'une femme. Et ma question peut-être à Maria, c'est aussi, est-ce que c'est parce que les femmes ont trop souffert dans les familles, peut-être du silence, de ne pas avoir pu trouver de place, qu'on se venge quelque part avec sa fille. Est-ce que c'est quelque chose où c'est l'autre qui est en situation de vulnérabilité, de prendre sa place? Est-ce que c'est un cercle quelque part qui se répète? Alors ça, j'ai vraiment pas fini ça fait partie des choses sur lesquelles je parviendrai jamais à trancher. L'origine du tort fait aux femmes par les femmes. Et c'est d'autant plus difficile de trancher que c'est un grand tabou. On peut pas parler de la misogynie des femmes. Quand j'ai sorti ce livre-là, alors là pour le coup, pas de la part de la presse, mais dans le public, quand je faisais des rencontres, c'était vraiment mais comment on peut parler de la mère comme ça? Enfin, c'était. Puis c'est cet archétype de la dévotion qui est très difficile à casser quelque part. Oui, voilà, et personne n'en a envie. Je veux dire, ça viendra peut-être, hein, et je ne sais pas de qui ça viendra. Moi, à l'époque, avant d'avoir écrit ce livre-là, donc j'ai fait différentes enquêtes pour des boîtes de conseil, et j'avais fait une enquête qui était consacrée à l'accès aux femmes à l'exécutif. Pourquoi, même dans les grandes entreprises cotées, l'accès aux femmes à l'exécutif était compliqué. Et il y a eu beaucoup des femmes que je rencontrais qui avaient une réflexivité importante sur leur trajectoire et tout, qui faisaient état de ça, qui étonnamment faisaient beaucoup plus état de l'hostilité des femmes envers les femmes, tout en l'expliquant aussi, que le contraire, en fait, que l'opposition entre les genres. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être que je rêve pas, quoi. C'est pas que dans ma lignée de femmes. Il y a peut-être un phénomène. Et après, il y avait plein de façons de l'expliquer. Enfin, dans l'échantillon que j'avais rencontré à ce moment-là, on me disait, mais il y a des femmes qui ont tellement souffert pour atteindre leur position, l'exception de leur position d'être, par exemple, une femme à des niveaux, c'était il y a 15 ans déjà cette étude, à certains niveaux des comités exécutifs dans les entreprises et tout, qu'elles veulent conserver leur statut d'exception et que l'idée de le banaliser avec d'autres femmes, c'est plus compliqué. Et c'était plus prêté à une génération, puis la génération d'après était beaucoup plus dans le monitorat, dans une autre solidarité entre les femmes. Et bien, il y en avait beaucoup qui me disaient aussi, non, mais dans la sororité, c'est des conneries, c'est un truc de club tricot. Donc je me dis, en fait, il y a quand même quelque chose à creuser là-dedans, quoi. Tout n'est pas
c'est pas parce qu'on est entre filles que ça va être les bisounours, c'est pas vrai, quoi. Mais bon, voilà, j'avais que ces petits éléments-là. Et puis moi, de constater dans ma vie que finalement, à chaque fois que j'avais eu affaire dans mon milieu professionnel ou à de l'hostilité, c'était plutôt de la part de femmes. Et puis, sauf que quand je disais ça, on me renvoyait, elle dit mais en fait c'est parce que non, les hommes vont pas être antagonistes avec toi parce que t'es sympathique, parce que t'es pas moche, parce que, enfin, d'autres stéréotypes qui circulaient à chaque fois, qui me faisaient vraiment penser qu'il y avait un objet. Et pour ce qui est de moi, de ma propre biographie, j'ai dans toute la lignée de ma mère, la mère de ma mère, la mère de ma mère, il y a ce que je prenais pour de l'hostilité des femmes envers les filles, la façon dont ma grand-mère parlait à ses filles, dont sa mère à elle me disait-elle lui parler. J'ai toujours été frappée par une dureté qui ne s'exprimait pas envers les hommes. Alors peut-être que ça s'exprimait entre les pères et les fils, mais j'étais pas forcément attentive à ça. Et j'ai compris tardivement que c'était pas tant de l'hostilité, que c'était une façon aussi d'endurcir ces filles. C'était la manifestation d'une exigence qui aurait pu dire ça va pas être facile. Moi, ça va pas être facile. T'es d'une génération. On pardonnera pas. Voilà, t'es d'une génération où oui, on peut. Vous avez la liberté, l'indépendance, l'autonomie, mais ça va pas être facile parce que l'environnement, il est pas prévu pour que ce soit facile, parce qu'on n'en est pas encore là. Mais en gros, t'as des droits à utiliser dans un biotope qui n'est pas prévu pour que tu les utilises. Donc ça va frotter, ça va vraiment être dur. Et je pense qu'au lieu de me dire ça, enfin en tout cas, cet élément était récurrent dans ce que j'observais dans les liens mère-fille, ça se traduisait par c'est comme s'il fallait nous endurcir. Alors que moi, je trouvais juste qu'il y avait une injustice fondamentale entre le traitement comme ma mère traitait ses fils, comme ma grand-mère traitait ses fils et traitait les filles. Je vivais ça comme une injustice sociale. Et en fait, je pense que ça l'était pas. Et maintenant, je pense que ça l'était pas, mais c'est pas ce que j'ai écrit. Et aussi, ce qu'on appelle, enfin, ce qui s'appelle le patriarcat, favorise aussi ça. Parce que c'est quand des femmes n'ont pas eu... ont vécu des situations inconfortables, ont été maintenues dans des situations... ce qu'on appelle de dominer, quand, je sais pas, ma mère, elle a épuisé beaucoup de ses ressources dans le mariage, elle travaillait pas, elle s'occupait de nous, donc beaucoup de ressources nerveuses, physiques, intellectuelles. Je pense que c'est dur de se réjouir complètement de tous les possibles qui s'offrent une génération après à ta fille, quoi. Et que... c'est beaucoup demandé à quelqu'un, voilà, et que celles qui parviennent à se réjouir, parce que ce qui s'est passé entre la génération de ma mère et la mienne, c'est fou, en fait. Et je me dis, je lui en demandais beaucoup, en fait, de se réjouir, de m'accompagner, voilà, alors que pour moi, tout était possible. Et si ce n'était pas possible pour elle, c'est aussi le produit du patriarcat, donc le produit de la domination masculine, c'est vrai. Et même si ce patriarcat-là, ce système-là, il fait souffrir aujourd'hui autant les hommes que les femmes. Mais c'est quand même... voilà, donc soit dit pour tempérer ma thèse sur le tort fait aux femmes par les femmes, qui était le produit d'une colère que j'avais conservée toute mon enfance, toute mon adolescence. Et c'est seulement maintenant que après avoir eu des enfants, après avoir eu beaucoup d'expériences sociales et professionnelles différentes, où je commence à comprendre un peu d'où ça vient. C'est intéressant de rappeler ce basculement historique qui fait que, je dis nous parce qu'on a plus ou moins le même âge, qui sépare notre génération de la génération de nos mères. Et s'il y a bien une date qui peut le marquer, c'est la loi Veil. Et je me tourne vers vous, Rebecca, parce que vous avez eu l'honneur, la chance inouïe, et vous l'avez fait avec beaucoup de talent, d'incarner Simone Veil au cinéma, chez Olivier Dahan, si je ne me trompe pas. Et puis vous incarnez en plus la génération encore un petit peu après. Est-ce que vous avez l'impression de vous inscrire dans une lignée de femmes ? Enfin, qu'est-ce que vous inspire ces échanges qu'on a Non, mais quand j'écoute Maria parler, je trouve que... Et encore ma génération, parce que j'ai parlé avec des jeunes filles, jeunes adolescentes qui ont déjà 10 wagons d'avance
sur ma génération, moi j'ai l'impression parfois d'être encore dans des carcans et que plus je lis, là par exemple sur le rapport à la maternité, c'est vrai que par exemple un de mes livres préférés c'était le livre de ma mère d'Albert Cohen et c'est la mère, je sais pas comment dire, on peut pas plus aimer cette figure de mère et puis bon il y a aussi des figures de marâtres dans la littérature mais j'ai l'impression qu'il y a eu Virginia Woolf et puis Deborah Levy ou Sylvia Plath qui remettent en question justement la force créatrice et la maternité ou juste l'indépendance et dans les livres parce que même dans Western je trouve que ça parle de ça, de Maria, j'ai l'impression que ça m'ouvre aussi des mondes et que la littérature permet aussi de se remettre en question soi, quoi. Juste sur ce qu'on ose dire, oser être impudique, oser faire cette déclaration à son enfant dans le berceau d'une maternité. Enfin, bon, j'ai l'impression que j'ai encore des choses à faire avancer aussi. Mais je pense que j'ai l'impression que j'évolue quand même comme vous le disiez, j'ai l'impression que j'évolue dans un monde qui change beaucoup, en tout cas pour la place des femmes, et notamment dans mon métier. J'ai l'impression que jamais je devrais faire face à des choses que peut-être des actrices ont dû gérer avant moi. Enfin, voilà. Mais j'ai plutôt eu des expériences très heureuses avec des hommes, avec des femmes. Et c'est vrai qu'à travers les rôles qu'on incarne ou juste à travers ces engagements au quotidien, on peut tracer un fil rouge. Mais je pense que oui, c'est une fierté, puis un honneur surtout d'avoir pu incarner une femme comme Simone Veil, qui est l'incarnation de la dignité, de l'humanisme, de toutes les valeurs qu'on a envie de défendre encore plus aujourd'hui, parce qu'on est très privilégiés en France et très privilégiés de pouvoir être là ce soir et de débattre de ça. Je pense que c'est effectivement un bon moment pour lui rendre hommage. Oui. Je vais vous laisser prendre votre souffle un instant parce qu'on va écouter une troisième lecture que je vais introduire. On va lire un extrait de Feu, donc ce fameux roman dont on parlait au début de la rencontre, paru en 2020, qui a captivé des milliers de lecteurs et de lectrices. L'histoire d'une relation passionnelle, pour le coup, vraiment sans le moindre doute, et dévorante, entre deux rescapés de la noirceur contemporaine. C'est à vous, Rebecca. Dans la cour intérieure d'un lycée public, une cinquantaine de jeunes filles en ordre de bataille observent un calme étonnant. Sur les murs entourant ce qu'il convient d'appeler l'atrium, se répètent en peinture des slogans dont diminue le pacifisme et gonfle la police de caractère au gré des messages. Aérez les vestiaires, ça sent la grotte, faites de la place où on fait le vide. Te voici assise devant Fabienne Mertens. Ronde et brune directrice d'établissement, prête à t'expliquer ce mouvement de troupe fatalement dirigé par ton pétard de fille. Vous regardez ensemble la masse silencieuse de jeans et de jersey posée à tes côtés, ta fille donc, coquille fermée, vide d'excuses et pleine de poudre. Une longue mèche noire excédant de la capuche témoigne à l'intérieur de la présence effective de la bête. Vera, 17 ans. Blafarde représentante d'une génération maigre et fâchée que la classe moyenne, pas vraiment préparée à ça, peine encore à appeler ses enfants. Tu abats sa capuche pour montrer à Mertens que tu ne lâches rien. Vera s'en recoiffe aussitôt, car elle non plus. Mertens, elle, apprécierait d'en venir au fait du jour, si l'on en a terminé avec ce sweat, merci. C'est ce matin vers 11h, avec le cours de lettres de Madame Dreux, comme premier théâtre des opérations, qu'avait commencé un petit jeu politique et néanmoins idiot. À chaque mention d'une référence masculine, tel nom de romancier, de dramaturge et autres poètes, une fille quittait la classe sans un mot. Le cours portait sur les Parnassiens, précise Mertens, consultant quelques notes. Au même moment, le cours de sciences économiques, autrement plus généraliste, de M. Halimi, était décimé de la même façon à chaque Keynes, chaque Marx, chaque Stiglitz, prononcé par l'innocent pédagogue. En philosophie, enseignement particulièrement riche en notices biographiques, le vide fut fait à une élève près entre Nietzsche et Schopenhauer, avant qu'on pense à évoquer Hannah Arendt, retenant ainsi sur les bancs l'ultime adolescente. L'heure de l'option Histoire de l'art n'avait pas atteint la mi-temps. L'histoire tout court, n'en parlons pas. Les premières étaient en 1914, tentant de comprendre comment Jaurès et l'archiduc d'Autriche déclenchaient la guerre mondiale en mourant coup sur coup. Les secondes étaient juste après la Révolution, en 1793, avec les 11 et la Terreur. Là encore,
Les femmes n'étaient pas vraiment dans le manuel. Tout juste pouvait-on, en cherchant bien, mentionner la folle qui avait buté Jean-Paul Marat. On ne l'avait pas fait. En 45 minutes, le bâtiment s'était vidé aux 2/3 de son contingent féminin, toutes sections confondues. Seules avaient pu se poursuivre, pour des raisons évidentes, quelques tièdes classes de sciences et vie, de gymnastique. Massées depuis dans l'atrium, les filles ne voulaient plus bouger. Elles attendaient des engagements de la part d'une direction pédagogique elle-même sidérée. On tenait encore les journalistes au portail. Cependant, Twitter faisait son incendiaire travail d'écho. Si d'autres jeunes filles de cet âge pavlovien, dans d'autres établissements, étaient prises de mimétisme, bonjour le foutoir national et adieu les subventions. Alors, madame. Madame, c'est toi? Toujours installée à la place du Cancre, devant Mertens. Tu t'entends à présent reconnaître à voix haute tes torts personnels dans cette séance de chaises musicales. Vera est bien sûr indomptable, mais le problème, c'est toi, qui n'as rien vu venir, et de n'être pas assez à la maison, trop peu à l'écoute, trop peu tout court. Tu te blâmes à la louche. De son côté, la directrice ne tient pas à faire de barouf. Dommage, estime Vera, né pour aggraver son cas. On reparlera de la liberté de manifester dans le cours prévu pour, se contient encore la directrice, si toutefois Vera demeure inscrite au lycée au-delà du prochain conseil de classe. Pour le moment, Mertens entend qu'elle disperse ses copines avant la sonnerie. Vera observe aux fenêtres les colonnes adolescentes, patientes, fumeuses et connectées. C'est pas mes copines, mais la masse critique. Ça ne se disperse pas, ça s'utilise. Fabienne Mertens, à bout, oppose que la gendarmerie dans les lieux est la dernière publicité qu'elle souhaite, mais pourquoi pas? Vera rédige enfin quelques mots sur son téléphone. En bas, les filles le lisent sur le leur et s'éparpillent dans l'instant. Elle t'impressionne. Tu aurais voulu être elle et pas toi. Toujours quelque part entre la dépendance et la rage. Mertens attend pour finir que Vera s'excuse à voix haute. « On en est tous là », dit Vera. « Et c'est encore toi qui dis pardon ?»« Personne n'est dupe, mademoiselle. Vous voulez surtout vous faire remarquer. »« Exactement, faut faire quoi? Se noyer ?»« Tais-toi, dis-tu alors que dans ta gorge enfle en vain le regret de ne jamais l'ouvrir. Comme tu veux. Tu repars fatiguée, emportant ta fille par qui le scandale arrive. Tu m'épuises, Vera. C'est moi qui bouge, c'est toi qui es fatiguée? Elle ne comprend pas ta colère pour un jeu. Un jet de peinture, au maximum une exclusion temporaire d'un lycée de seconde zone. Devrait-elle, comme toi, simplement s'accrocher sans bien savoir à quoi? Bien sûr que tu le sais, et tu pourrais lui dire. Tu t'accroches à ce qui te gouverne, qui te rassure, et t'éteins. La famille. Si tu lâches, des gens meurent. Tu t'accroches aux meubles et aux répétitions des rites, tu t'accroches à des mots. Chance, maison, vacances. Et plus tu en doutes, plus tu t'accroches. Épuisée, adhésive et souriante. Elle répondrait, chez les marins, on appelle ça les moules. Mais la sonnerie de reprise des cours retentit, stridente, et tu n'as pas à répondre. Ton époque est ce gong qui t'a toujours sauvé d'agir. La voici, la formule que tu cherchais tout à l'heure pour la dire à Clément. Devant la grille, vous attendez le bus en silence. Elle fume. Tu regardes avec piété ton enfant carencé, voué peut-être à la fabrication d'une bombe d'où tu entendras le souffle si tu survis au virus recombiné. Tu voudrais lui avouer que la guerre des sexes n'a jamais été la tienne. Tu avais d'autres choses à faire. Naître n'importe où, tenir, trouver comment t'arracher, apprendre par cœur des livres entiers jusqu'au dégoût, trouver un homme, le perdre, trouver à bouffer, accoucher, faillir être bouffé, renaître, retrouver, accoucher. Quoi? Tu veux une clope? Pourquoi pas? Tu as eu cet âge. Tu as pensé comme elle, la vie faite de constance et d'obstination. Tu l'as depuis apprise, faite de ce qu'elle est. Compromis, répétition, oubli ou guérison. Entre ces deux âges, il te semble avoir dormi. Tu vas lui dire? À papa? Oui, à ton mec. Non. Merci Rebecca, quel bonheur
On pourrait passer la soirée à écouter juste Rebecca lire du Maria Pourchet, j'adore cette idée. Alors, donc Vera, qu'on entend qui existe très fort dans ce passage, c'est la fille de l'héroïne de Feu. C'est quelque chose dont on a discuté ensemble. Les enfants ont une voix aussi dans vos livres, et ça, c'est rare. Dans Western, Cosma, l'enfant de la narratrice, est presque la seule personne à être un peu sensée, même s'il est un peu aussi un peu dans l'espace. Est-ce que cette volonté de faire exister les enfants, la génération d'après, elle rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, cette idée d'être un peu au basculement, à la charnière entre deux mondes? Je finis par les utiliser comme ça, mais si je mets des enfants dans mes livres, c'est comme, vous savez, c'est comme Romain Gary quand il mettait des fous. Enfin, dire c'est comme Romain Gary, c'est bien, c'est modeste. Oui, tout à fait ok. Non, ce que je veux dire, il y a un livre de Gary a signé à Jarre qui s'appelle Pseudo, où il y a Gros câlin, où il y a La vie devant soi, qui est un gros câlin, le mec un tout petit peu psychiatrique qui se prend pour un python, et dans La vie devant soi, c'est un enfant. Et finalement, ça sert à mettre des vérités qui ne seraient absolument pas crédibles chez un individu doté d'un... Parce que plus on grandit, plus le surmoi subit une inflation totalement handicapante à la parole. Il y a plein de choses qu'on peut pas dire. Et sauf que comme moi, j'ai envie de dire des tas de choses dans mes livres. Justement, on parlait d'impudeur et de sauvagerie. Pour aller au bout du processus, il faut que j'ai des personnages comme ça, qui n'ont pas de surmoi, qui ne sont pas encombrés par toutes les autorisations qu'on se retire, l'empilement des censures données de l'extérieur ou autoproduites. Et il n'y a que les enfants, ou à certains endroits du politique, les ados. Donc, j'en ai toujours un qui me sert à dire le pire. qui est vraiment la part de colère que je ne peux pas assumer, l'envie de foutre le feu, elle va être donc là, elle est chez Vera, l'adolescente, la fille de Laure. Mais pour moi, c'est presque les deux parts de la même personne. C'est-à-dire que, imaginons que je sois Laure, il y a une part de moi qui a envie de crever les yeux des gens autour. C'est l'adolescente. Sauf que Laure ne va pas agresser parce qu'elle est civilisée. Donc, je la dote, je la flanque de son adolescente de Vera, qui va faire le boulot pour elle. Ou dans Western, alors c'est pas la violence. Plus l'enfant est jeune, plus c'est un truc presque de l'ordre du mysticisme. Moi, je suis fascinée chez les jeunes enfants. Il y a une facilité à aller vers qui est là où je parle de l'incommunicabilité entre les êtres. Un enfant, ça lui arrive beaucoup moins. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de l'instinct. Soit il essaye même pas de communiquer, parce que c'est... Soit vraiment il y va. Il est beaucoup plus désencombré. Il y a pas entre... c'est pour ça qu'il va vers Alexis, le fils d'Aurore. Il voit avant tout le monde l'amour qui naît entre Aurore et Alexis, et il veut s'y ajouter. Un enfant, quand il voit l'amour, il veut que ça, il veut s'y ajouter. Donc il fait ça. Alors avant même que... il va de la même façon vers les animaux, les étoiles. C'est un rapport au vivant dont la facilité se distribue surtout. Et il y a un truc un peu tragique là-dedans, parce que on sait que ça va s'arrêter. Et c'est pour ça que j'avais envie d'avoir un enfant de 7 ans pour parler de ça. Et puis voilà. Et donc oui, il y en aura toujours hein, pour témoigner de quelque chose ou de sauvage ou de sacré. Après, moi, je m'agrippe un peu à cette idée que je trouve vraiment très très forte dans Western. Il y a cette métaphore du patriarcat doudou auquel Aurore a beaucoup de mal, elle a du mal à s'en désagripper. Moi, c'est quelque chose, en tant que femme de la même génération que vous, Maria, qui me parle en fait. On a vécu la révolution MeToo, on a compris énormément de choses auxquelles on n'avait pas accès dans notre enfance, dans notre adolescence. Je me sens un peu dans ce basculement où le patriarcat est identifié et en même temps tellement ancré qu'il faut un certain travail pour s'en débarrasser. Charlotte, toi qui fais partie, alors, t'es un peu plus jeune, mais t'as aussi assisté à cette révolution en étant déjà mère. En quoi ça résonne en toi ? J'aime bien cette métaphore, en tout cas dans Western, du patriarcat comme un doudou un peu sale et usé, mais on s'y accroche quand même.
Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez juste dans l'idée que dans la soumission, il y a quelque chose de rassurant. Comment on peut aussi parfois consentir aussi un rapport de domination, à quel point il peut y avoir des bénéfices aussi à ça qui peuvent être socialement valorisés pour les femmes. Et donc, du coup, on a encore des résidus de tout ça. Et à quel point parfois il peut être aussi coûteux d'être un sujet, d'assumer sa liberté et de justement lâcher le doudou et la veilleuse et de se lancer dans les choses sans ces résidus-là. Et c'est parfois difficile à admettre aussi pour les femmes qu'il y a une part aussi de nous qui cherche, enfin, qui est rassurée par cette structuration des rôles où on va être dans une forme de soumission aussi. Et c'est une façon de répondre aussi à la question que vous posiez tout à l'heure sur cette idée que les femmes peuvent être aussi vectrices de ces préceptes misogynes qui se perpétuent, parce que le système peut être aussi confortable. Ben oui. Merci beaucoup. Je vais poser une dernière question à Maria, une question un peu difficile, peut-être la plus difficile. Est-ce que vous êtes en train d'écrire en ce moment ? Et qu'est-ce qui nous attend en tant que lecteur et lectrice ? Alors, je travaille sur un scénario. Donc, ce qui nous attend dans le scénario, j'aimerais bien le savoir. Aucune idée, c'en est le principal problème, d'ailleurs. D'accord. Je voulais pas appuyer sur un point douloureux. Non. J'ai pas encore de roman. Je vais faire les textes d'une exposition d'un dessinateur que certains connaissent peut-être, qui s'appelle Lorenzo Mattotti. Voilà. Je fais des petites choses comme ça, en plus de mon film, mais écrire un roman, c'est coûteux, parce que il faut aller se cacher. Il faut donc un peu abandonner les gens autour qui comptent sur vous, voire les enfants qui procèdent de vous, c'est encore pire. Et donc, je ne peux pas vraiment entrer en religion, presque. Il y a quelque chose comme ça, en fait, avant l'été prochain. Donc, je vous redirai à ce moment-là. D'accord, on prendra des nouvelles. Merci voilà. Maria, merci pour ces informations. Merci à vous. Alors, c'est l'heure de la surprise. Nous allons avoir la chance maintenant d'écouter 2 chansons d'une voix unique, une voix envoûtante, puissante, qu'on adore toutes beaucoup ici. Merci d'accueillir chaleureusement Clara Isé. Toi qui crois que je suis tout ça, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me course, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage, je veux t'épargner mes naufrages. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Tu penses que je maîtrise ma vie, je la déréalise, et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur,
sais la tendresse est mon guide, mais elle opère en terre aride. Ceux qui m'aiment ont le cœur solide et l'amour des choses candides. Si la mesure nous fatigue, à se sauver on est rapide. Nos chevaux on les débride et on s'élance dans le vide. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la peine que je cache à l'intérieur. À l'entrée de la maison, je suis aux abois. Je vois tous les oliviers, il ne manque que toi. Voilà que je vais quitter l'endroit que j'ai aimé, que durant des années tu as foulé des pieds. Comment garder la joie de vivre? J'ai oublié, rappelle-moi. J'ai quitté la maison ivre de souvenirs avec toi. J'ai gardé de la maison quelques photographies, quelques objets volés et les draps de ton lit. Puis j'ai avalé la clé, couru dans la nuit. Et si vous me cherchez ici, sachez que j'ai fui. J'ai perdu la joie de vivre, je l'ai laissée entre tes bras. Je ne quitterai pas l'île, tes souvenirs avec toi. Je ne réponds plus de moi. Je ne réponds plus de moi. J'ai gardé de la maison quelques photographies, quelques objets volés et les draps de ton lit. Puis j'ai avalé la clé, couru dans la nuit. Si vous me cherchez ici, sachez que j'ai fui. J'ai perdu la joie de vivre, je l'ai laissée entre tes bras. Je ne quitterai pas l'île, tes souvenirs avec toi. Je ne réponds plus de moi. Je ne réponds plus de moi. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires rue Cambon. Pour découvrir les coulisses exclusives de cet événement, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Chanel. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous littéraire.